Chapitre 9. J'apprends à faire pousser des zombies. Le problème, quand on se déplace à dos de Pégase pendant la journée, c'est que si on ne fait pas attention, on peut provoquer de graves accidents sur l'autoroute. Je devais veiller à rester au-dessus des nuages, heureusement assez bas en hiver. On a foncé en essayant de ne pas perdre de vue la camionnette blanche de la colonie. Et s'il faisait froid au sol, vous pouvez imaginer la température qui sévissait dans les airs, sans parler de la pluie glaciale qui me cinglait le visage. Je regrettais de ne pas avoir mis un de ces thermoactyles orange marqué Colonie des sans-mêlés qu'ils vendent au magasin de la colonie. Cela dit, après ce qui était arrivé à Phoebe avec le t-shirt imbibé de sang de centaure, je ne faisais qu'à moitié confiance à leurs marchandises. Nous avons perdu la camionnette 2 fois, mais j'étais quasiment sûre qu'ils passeraient d'abord par Manhattan, donc je n'ai pas eu trop de mal à les retrouver. Il y avait des bouchons à cause des vacances. Ils sont arrivés en ville en milieu de matinée seulement. J'ai dit à Blackjack de se poser au sommet du Chrysler Building, le célèbre gratte-ciel du centre-ville, et je m'attendais à voir la camionnette blanche entrer dans la gare routière. Mais elle a continué de rouler. Où Argus les emmène-t-il? Ai-je grommelé. Oh, ce n'est pas Argus qui conduit, patron. C'est cette fille-là. Quelle fille? La chasseresse, celle qui a le diadème argenté dans les cheveux. Zoé? Ouais, c'est elle. Hé, regarde, une boutique à beignets. On peut en acheter quelques-uns. J'ai essayé d'expliquer à Blackjack qu'emmener un cheval volant dans une boutique à beignets donnerait une attaque à tous les policiers du quartier. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Et pendant ce temps, la camionnette s'éloignait dans la direction du Lincoln Tunnel. Il ne m'était jamais venu à l'idée que Zoé savait conduire. À la voir, on ne lui donnait pas 16 ans. Cela dit, elle était immortelle. Je me suis demandé si elle avait son permis de conduire. Et, dans ce cas, quelle date de naissance pouvait bien y figurer? Bien, rattrapons-les. Nous allions sauter du Chrysler Building quand Blackjack a poussé un hennissement effrayé et failli me faire tomber. Quelque chose s'enroulait comme un serpent autour de ma jambe. J'ai attrapé mon épée, mais lorsque j'ai baissé les yeux, je n'ai pas vu de serpent. Des vrilles de vigne avaient jailli entre les interstices de pierre du gratte-ciel. Elles grimpaient le long des pattes de Blackjack et ligotaient mes chevilles, nous empêchant complètement de bouger. On se promène, a fait la voix de Monsieur D. Il était appuyé contre le building, les pieds en suspension dans l'air, son survêtement léopard et ses cheveux noirs flottant au vent. Alerte aux dieux, a hurlé Blackjack, c'est le mec du vin. Monsieur D a poussé un soupir exaspéré. Le prochain qui m'appelle le mec du vin, qu'il soit humain ou cheval, je le change en bouteille de merlot. Monsieur D, ai-je dit en m'efforçant de parler calmement, malgré cette vigne folle qui continuait de s'entortiller autour de mes jambes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Tu t'imaginais peut-être que le directeur immortel et tout-puissant de la colonie ne remarquerait pas que tu es parti sans autorisation? Bon, peut-être. Je devrais te jeter du haut du building, sans le cheval volant, pour voir quel genre de héros tu fais en tombant. J'ai serré les poings. Je savais bien que j'avais intérêt à la fermer. Mais Monsieur D allait soit me tuer, soit me ramener à la colonie, couvert de honte. Et je ne supportais aucune de ces deux perspectives. Pourquoi me détestez-vous autant? Lui ai-je demandé. Qu'est-ce que je vous ai fait? Des flammes violettes ont tremblé dans ses yeux. Tu es un héros, mon garçon. Je n'ai pas besoin d'une autre raison. Il faut que je me joigne à cette quête. Il faut que j'aide mes amis. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Patron, a glissé Blackjack d'une voix inquiète. Rapport à comment nous sommes ficelés dans cette végétation à 300 mètres du sol, ce serait une bonne idée de rester poli.
se sont resserrés autour de mes jambes. À terre, la camionnette s'éloignait de plus en plus. Bientôt, nous allions la perdre de vue. Je ne vous ai jamais parlé d'Ariane, a demandé Monsieur D, une jeune princesse crétoise ravissante. Elle aussi, elle aimait aider ses amis. En fait, elle a aidé un jeune héros du nom de Thésée, fils de Poséidon, lui aussi. Elle lui a donné une pelote de fil magique qui lui a permis de sortir du labyrinthe. Et tu sais comment Thésée la remerciait. J'avais envie de répondre, je m'en fiche pas mal, mais je me suis dit que Monsieur D ne finirait pas son histoire plus vite pour autant. Ils se sont mariés, ai-je dit. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pas tout à fait, a rétorqué Monsieur D avec un rictus. Thésée avait dit qu'il l'épouserait. Il l'a prise à bord de son bateau et ils ont fait voile vers Athènes. À mi-chemin, sur une petite île du nom de Naxos, Quel est le mot que vous employez aujourd'hui, vous autres mortels? Il l'a larguée. Je l'ai trouvée là, tu sais, toute seule, le cœur brisé, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle avait tout abandonné, renoncé à tout ce qu'elle connaissait, pour aider un jeune héros fringant qui l'a jeté comme une vieille sandale. C'est mal, mais ça s'est passé il y a des milliers d'années. Quel est le rapport avec moi? Monsieur D m'a toisé d'un regard froid. Je suis tombé amoureux d'Ariane, mon garçon. J'ai guéri son cœur meurtri, et lorsqu'elle est morte, j'en ai fait mon épouse immortelle sur l'Olympe. Elle m'attend, en ce moment même. J'irai la retrouver dès que j'en aurai fini de ce siècle infernal de punition à votre colonie ridicule. Vous êtes marié? Ai-je demandé en le dévisageant avec stupéfaction. Mais je croyais que vous aviez eu des ennuis, parce que vous aviez pourchassé une nymphe des bois. Là où je veux en venir, c'est que vous ne changez jamais, vous autres les héros. Vous nous accusez, nous les dieux, d'être vaniteux, mais vous feriez mieux de vous regarder. Vous prenez ce que vous voulez, vous utilisez qui peut vous servir, et puis vous trahissez tout le monde autour de vous. Alors tu m'excuseras, si je n'aime pas les héros, c'est un ramassis d'égoïstes ingrats. Demande à Ariane, ou à Médée. Demande donc à Zoé Nightshade, d'ailleurs. Demandez à Zoé. Que voulez-vous dire? Avec un geste dédaigneux de la main, Monsieur D m'a lancé. Vas-y, suis des imbéciles d'amis. J'ai senti les vrilles se dénouer à mes chevilles. Vous me laissez partir comme ça? Ai-je demandé en écarquillant les yeux. La prophétie dit que vous serez au moins deux à mourir. Avec un peu de chance, tu seras l'un d'eux. Mais écoute-moi bien, fils de Poséidon. Que tu vives ou que tu meurs, au bout du compte, tu montreras que tu ne vaux pas mieux que les autres héros. Sur ces mots, Dionysos a claqué des doigts. Son image s'est repliée comme une page électronique. Et puis, avec un bruit de bouchon qui saute, il a disparu, en laissant une légère odeur de raisin que le vent a vite emporté. On a eu chaud, patron, a dit Blackjack. J'ai hoché la tête. Pourtant, je me serais peut-être moins inquiétée si Monsieur D m'avait ramené à la colonie. S'il m'avait laissé partir, c'est qu'il devait vraiment croire que nous courions de gros risques de périr dans cette quête. Viens, Blackjack, ai-je dit d'une voix que je voulais enthousiaste. Je vais t'acheter des beignets dans le New Jersey. Finalement, je n'ai pas acheté de beignets à Blackjack dans le New Jersey. Zoé a roulé vers le sud comme une folle, et nous avions déjà atteint l'état du Maryland quand elle s'est enfin arrêtée sur une aire de repos. Blackjack était à deux doigts de dégringoler du ciel tant il était fatigué. Ça va aller, patron, a-t-il halté. Je reprends juste mon souffle. Reste là, lui ai-je ordonné. Je vais en repérage. Rester là, ça, je peux faire. C'est dans mes cordes. J'ai mis la casquette d'invisibilité et je me suis dirigée vers la supérette.
Je devais faire un effort pour ne pas me recroqueviller sur moi-même en marchant et me souvenir que personne ne me voyait. C'était difficile parce que je devais aussi penser à m'écarter à temps pour que les gens ne me rentrent pas dedans. Je comptais rentrer dans le magasin et me réchauffer prendre un chocolat chaud, peut-être. J'avais quelques pièces de monnaie dans ma poche. Je pouvais les laisser sur le comptoir. J'étais en train de me demander si le gobelet deviendrait invisible quand je l'attraperais, ou si je me retrouverais avec un problème de chocolat chaud volant, quand mon plan a été fichu en l'air par Zoé, Talia, Grover et Bianca, qui sont tous sortis du magasin ensemble. Tu en es certain, Grover, disait Talia. Oui, plutôt certain, à 95%. D'accord, à 85%. Et tu as fait ça avec des clans de chêne, a demandé Bianca, comme si elle avait du mal à y croire. Grover apparut offensé. C'est un sortilège de traque séculaire. Je veux dire, je suis quasiment certain que je l'ai fait comme il fallait. Washington est à environ 90 km d'ici, a dit Bianca. Avec Nico, elle a froncé les sourcils. On y a habité. C'est bizarre. J'avais oublié. Je n'aime pas ça du tout, est intervenue Zoé. Nous devrions mettre le cap sur l'ouest. La prophétie disait ouest. Ah, parce que tes talents de traque sont supérieurs, peut-être, a grogné Talia. Zoé s'est avancée d'un pas vers elle. Tu doutes de mes talents, grouillotte. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie d'être une chasseresse. Grouillotte. Vraiment, tu me traites de grouillotte. Et c'est quoi une grouillotte? On peut savoir. Oh, vous deux, s'est exclamé Grover d'un ton énervé. Vous n'allez pas recommencer. Grover a raison, a dit Bianca. On devrait aller à Washington. Zoé, qui n'avait pas l'air convaincue, a hoché la tête à contre-cœur. Très bien, a-t-elle dit. Reprenons la route. On va se faire arrêter, avec toi au volant, a grommelé Talia. J'ai l'air plus près des 16 ans que toi. Peut-être, a rétorqué Zoé, mais je conduis depuis l'invention de l'automobile. Allons-y. Pendant que Blackjack et moi volions vers le sud en suivant la camionnette, je me suis demandé si Zoé avait plaisanté ou non. Je ne savais pas à quand exactement remontait l'invention de l'automobile, mais je la situais dans la préhistoire. En gros, au temps où les gens avaient des télés en noir et blanc et chassaient le dinosaure. Mais quel âge avait Zoé? Et à quoi Monsieur D avait-il fait allusion? Quelle mésaventure avait-elle connue avec des héros? Quand nous nous sommes approchés de Washington, Blackjack a commencé à ralentir et à perdre de l'altitude. Il respirait bruyamment. Ça va, lui ai-je demandé. Au poil, patron, je pourrais affronter une armée. Tu m'as pas l'air très en forme. Soudain, je me suis sentie coupable. Ça faisait une demi-journée non-stop que je faisais galoper le Pégase pour suivre la circulation. Même pour un cheval volant, ça devait être épuisant. T'inquiète, je suis costaud. J'ai pensé que ce devait être vrai, mais je me suis aussi dit que Blackjack était du genre à crever à la tâche, plutôt que de se plaindre. Et ça, il n'en était pas question. Heureusement, la camionnette a commencé à ralentir. Elle a traversé le Potomac pour se diriger vers le centre-ville de Washington. J'ai alors pensé aux patrouilles aériennes et autres missiles. Je ne savais pas comment marchaient tous ces systèmes de défense, ni même si les Pégases pouvaient être repérés par un radar militaire lambda. Mais je ne tenais pas à l'apprendre en me faisant abattre. Dépose-moi ici, ça ira. Blackjack était tellement épuisé qu'il n'a pas protesté. Il a piqué vers le monument de Washington et m'a déposé sur la pelouse. La camionnette était à quelques centaines de mètres, garée au bord du trottoir. J'ai regardé Blackjack. Je veux que tu rentres à la colonie, lui ai-je ordonné. Que tu te reposes, que tu broutes. Ne t'inquiète pas pour moi, ça ira. Il a incliné la tête, l'air sceptique. T'es sûr, patron? Tu en as déjà fait plus qu'assez.
Je vais me débrouiller. Un énorme merci. Un énorme tas de fois, peut-être. Ça me paraît une bonne idée. D'accord, patron, mais sois prudent. J'ai comme qui dirait l'impression qu'ils ne sont pas venus ici pour rencontrer une créature avenante et sympathique comme moi. J'ai promis à Blackjack que je serais prudent, et il a décollé, décrit deux cercles au-dessus du monument, puis disparu entre les nuages. J'ai jeté un coup d'œil vers la camionnette. Ils en descendaient tous. Grover a montré du doigt un des grands bâtiments du National Mall, l'avenue de Washington, entièrement bordée de musées. Dahlia a hoché la tête, et tous les quatre sont partis dans le froid mordant. J'ai commencé à les suivre, et je me suis figée sur place. Au coin de la rue suivante, la portière d'un break noir s'est ouverte. Un type aux cheveux gris, coupé à la tondeuse, façon militaire, en est sorti. Il portait des lunettes de soleil foncé et un manteau noir. Bon, maintenant, peut-être qu'à Washington, il fallait s'attendre à voir ce genre de gars à tous les coins de rue. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais vu cette voiture à 2 ou 3 reprises sur l'autoroute en venant ici. Elle suivait la camionnette. Le type a sorti son téléphone portable et dit quelques mots. Puis, il a regardé autour de lui, comme pour vérifier que la voie était libre, avant de prendre la direction du mall, en boitant le pas à mes amis. Et le pire, c'était ceci. Quand il s'est retourné, j'ai reconnu son visage. C'était le professeur Thorne, le manticore de Westover Hall. Coiffé de la casquette d'invisibilité, j'ai suivi Thorne de loin. Mon cœur battait à se rompre. S'il avait survécu à cette chute du haut de la falaise, Annabeth devait avoir survécu, elle aussi. Mes rêves disaient vrai. Elle était vivante, retenue prisonnière, quelque part. Thorne se tenait à bonne distance de mes amis, soucieux de ne pas se faire voir. Au bout d'un moment, Grover s'est arrêté devant un grand édifice qui portait l'inscription Musée national de l'air et de l'espace. Le grand complexe de musées de Washington. J'étais déjà venue avec ma mère il y a 1 million d'années, mais à l'époque, tout m'avait paru bien plus grand. Dahlia a poussé la porte. Le musée était ouvert, mais peu de gens entraient. Il faisait trop froid, et c'était les vacances. Mes amis se sont engouffrés à l'intérieur du bâtiment. Le professeur Thorne a hésité. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il n'est pas entré dans le musée. Il a tourné les talons et il est reparti dans la direction du mall. J'ai pris la décision en un quart de seconde. Je l'ai suivi. Thorne a traversé la rue et gravi les marches du muséum d'histoire naturelle. Un grand panneau était affiché sur la porte. Au premier regard, j'ai cru qu'il disait « Fermé pour cause de déception privée ». Puis j'ai compris que ça devait être « réception ». J'ai suivi le professeur Thorne dans une immense galerie, pleine de squelettes, de mastodontes et de dinosaures. Des bruits de voix me parvenaient d'une salle plus avant dans le bâtiment, derrière des doubles portes surveillées par 2 gardiens. Ils sont ouverts à Thorne, et j'ai dû piquer un petit sprint pour entrer moi aussi, avant qu'ils ne referment. La vision à laquelle j'ai été brusquement confrontée était si horrible que j'ai failli laisser échapper un cri, ce qui m'aurait sans doute coûté la vie. J'avais déboulé dans une immense salle ronde avec un balcon intérieur qui faisait le tour de l'étage du dessus. Une douzaine de gardiens humains, au moins, étaient en faction, là-haut, sur le balcon. Plus de monstres, des femmes reptiles, dotées d'un double corps de serpent en guise de jambes. J'en avais déjà vu. Annabeth les avait appelés les Tragaïnas de Sissi. Mais ce n'était pas le pire. Debout, entre les femmes serpents, et j'aurais juré qu'ils me regardaient, se tenait mon vieil ennemi, Luc. Il avait une mine abominable, le teint blême, les cheveux blonds ternes et presque gris,
comme s'il avait pris 10 ans en quelques mois, et toujours cette étincelle de colère qui brillait dans ses yeux, de même que la cicatrice qui lui parait la joue, souvenir d'un coup de griffe asséné par un dragon. Mais à présent, la cicatrice était d'un rouge hideux, comme si elle s'était rouverte récemment. Près de lui se trouvait un autre homme assis et en partie caché dans la pénombre. Tout ce que je voyais de lui, c'était ses mains sur les accoudoirs dorés de son fauteuil, qui m'avait penser à un trône. Alors, a demandé cet homme. Sa voix était exactement semblable à celle que j'avais entendue dans mon rêve. Pas aussi terrifiante que celle de Cronos, mais plus grave et plus forte, comme si c'était la terre elle-même qui parlait. Elle emplissait la salle alors qu'il ne criait même pas. Le professeur Thorne a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux verrons, un bleu et un marron, brillaient d'excitation. Il s'est incliné avec raideur, puis a annoncé avec son drôle d'accent français. Ils sont là, mon général. Je sais, espèce d'imbécile, a donné l'homme, mais où exactement? Au musée des fusées. Au musée de l'air et de l'espace, a corrigé Luc d'un ton agacé. Comme vous voudrez, mon commandant, a dit Thorne en lui lançant un regard noir. J'ai eu l'impression qu'il aurait 100 fois préféré embrocher Luc avec un de ses dards, plutôt que de l'appeler mon commandant. Combien sont-ils? A demandé Luc. Thorne a fait semblant de ne pas entendre. Combien? A répété le général. 4, mon général, a répondu Thorne. Le satyre, Grover Underwood, et la fille aux cheveux hérissés, avec la tenue... Comment dit-on? La tenue punk et l'horrible bouclier. Talia, a dit Luc, et 2 autres filles, des chasseresses. L'une d'elles a un diadème argenté. Je la connais, celle-là, a grommelé le général. Tout le monde dans la salle apparut soudain mal à l'aise. Permets-moi de les capturer, a dit Luc au général. Nous avons plus qu'assez de patience. Ils ont déjà de quoi faire. Je leur ai envoyé un petit camarade de jeu qui devrait les occuper. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque de te perdre, mon garçon. Oui, garçon, a repris le professeur Thorne avec un sourire cruel. Tu es beaucoup trop fragile pour qu'on t'expose au danger. C'est moi qui devrais les achever. Non. Le général s'est levé de son fauteuil, et je l'ai vu. Pour la première fois, il était grand et musclé, avec la peau brun clair et des cheveux noirs lissés en arrière. Il portait un luxueux costume en soie, comme les gros bonnets de la bourse à Wall Street. Mais ce type-là ne risquait pas de passer pour un courtier. Il avait le visage brutal, des épaules immenses et des mains capables de briser un mât aussi facilement qu'une baguette. Des yeux de pierre. J'ai eu l'impression de regarder une statue vivante. C'était même étonnant qu'il puisse bouger. Tu ne m'as pas déçu une fois, Thorne, a poursuivi le général. Mais, mon général, pas d'excuses. Thorne a accusé le coup. Je l'avais trouvé effrayant la première fois que je l'avais vu dans son uniforme noir à l'académie militaire. Mais à présent, debout à côté du général, Thorne avait l'air d'un soldat d'opérette. Le général, ça c'était du sérieux. Il n'avait pas besoin d'uniforme, lui. Il était né pour commander. Je devrais te jeter dans les fosses du Tartare pour ton incompétence, a dit le général. Je t'envoie capturer un enfant d'un des 3 grands dieux et tu me ramènes une maigrelette fille d'Athéna. Mais tu m'avais promis une vengeance, a protesté Thorne. Tu m'avais promis un poste de commandant. Je suis le commandant en chef du seigneur Cronos, a donné le général. J'entends m'entourer de lieutenants qui obtiennent des résultats. Sans Luc, nous n'aurions jamais pu sauver le coup. Alors maintenant, Thorne, disparais de ma vue. Je t'appellerai
chasseresses, a dit Luke. Zoé Nightshade ne prononce pas son nom. Désolé, mon général, a fait Luke en ravalant sa salive. Le général la fait taire d'un geste de la main. Je vais te montrer, mon garçon, comment nous allons venir à bout des chasseresses. Il a pointé l'index vers un des gardiens, en faction, au rez-de-chaussée, 6 mètres plus bas. Tu as les dents? Oui, mon général, a répondu l'homme qui s'est avancé en titubant, une urne en céramique dans les mains. Plante-les, a ordonné le général. Un grand rond de terre occupait le centre de la pièce. Il était sans doute prévu d'y exposer un dinosaure. J'ai regardé, avec inquiétude, le gardien sortir des gros blancs et pointus de sa jarre et les enfoncer un à un dans la terre, puis tasser. Le général observait depuis le balcon, un sourire glacial aux lèvres. Le gardien s'est écarté en s'essuyant les mains, l'une contre l'autre. C'est prêt, mon général. Parfait, arrose-les, et puis nous leur ferons sentir leur proie. Le gardien a attrapé un petit arrosoir en fer blanc, décoré d'un motif de marguerite, ce qui était plutôt bizarre, car il ne contenait pas d'eau. C'est un liquide rouge foncé qui a coulé du bec, et un je ne sais quoi me disait que ce n'était pas du kir. La terre s'est mise à faire des bulles. Bientôt, a dit le général, je vais te montrer, Luc, des soldats à côté desquels l'armée de ton petit bateau aura l'air dérisoire. Luc a serré les poings. J'ai passé un an à entraîner mes troupes. Lorsque la princesse Andromède arrivera à la montagne, ce seront les meilleurs. Ah, je ne nie pas que tes troupes formeront une bonne garde d'honneur pour le seigneur Chronos. Et toi, bien sûr, tu auras un rôle à jouer. Il m'a semblé voir Luc blêmir encore davantage à ces mots. Mais sous mes ordres, les troupes du seigneur Chronos verront leur puissance centuplée. Rien ne pourra nous arrêter. Admire mes toutes dernières machines à tuer. La surface de la terre s'est ouverte. J'ai reculé d'un pas, à chaque endroit où une dent avait été plantée. Une créature s'extirpait de la terre. La première d'entre elles avait miaou. C'était un chaton, un petit minou caramel, riait comme un tigre. Un deuxième a surgi du sol, puis un autre, et pour finir, ils se sont retrouvés une douzaine à jouer et se rouler dans la terre. Tous les individus présents dans la salle les regardaient avec incrédulité. Alors le général a donné « Qu'est-ce que c'est que ça? D'adorable petit chaton, où as-tu trouvé ces dents ?» Le gardien qui avait rapporté les dents tremblait de peur. De l'exposition, mon général. Comme vous l'avez dit, le tigre à dents de sabre. Mais non, espèce d'idiot, j'avais dit le tyrannosaure. Ramasse-moi ces petites boules de fourrure infernale et flanque-les-moi dehors, et que je ne revoie jamais ta figure. Terrifié, le gardien a laissé tomber son arrosoir. Il a pris tous les chatons dans ses bras avant de t'étaler. Toi, le général a pointé du doigt un autre gardien. Va me chercher les bonnes dents tout de suite. Le deuxième gardien a filé exécuter les ordres. Quel imbécile, a grommelé le général. C'est pour ça que je ne recrute pas de mortels, a dit Luc. Ils ne sont pas fiables. Ils sont faibles d'esprit, violents et faciles à corrompre, a rétorqué le général. Je les adore. Une minute plus tard, le gardien a déboulé dans la salle, les mains pleines de grosses dents pointues. Parfait, a dit le général, qui a grimpé sur la balustrade du balcon et sauté du haut des 6 mètres. Quand il a atterri au rez-de-chaussée, le sol de marbre s'est fissuré sous ses chaussures de cuir. Il s'est redressé, en grimaçant, et s'est frotté les épaules. Bon sang, ce que j'ai la nuque raide, a-t-il grommelé. Une autre compresse chaude, mon général.
une autre aspirine a demandé un des gardiens. Non, ça va passer. Il a épousseté son costume de soie, puis attrapé les dents. Je vais le faire moi-même. Il a saisi un des crocs en souriant. Dents de dinosaures. Tu parles. Ces imbéciles de mortels ne savent même pas qu'ils ont des dents de dragon en leur possession. Et pas n'importe quel dragon en plus. Elles proviennent de l'ancienne dragonne Sybaris. Rien de moins. Ça devrait faire joliment l'affaire. Sur ces mots, le général a planté les dents, 12 en tout, dans la terre. Puis, il a attrapé l'arrosoir, arrosé ses plantations de liquide rouge, jeté l'arrosoir et ouvert grand les bras. Debout, la terre s'est mise à trembler. Une main squelettique unique a jailli du sol et s'est tendue dans les airs. Le général a levé la tête vers le balcon. Vite, vous avez l'odeur. Oui, Seigneur, a répondu une des femmes serpents, qui a brandi une écharpe de tissu argenté, comme on porte les chasseresses. Parfait. Quand mes guerriers auront trouvé la piste, ils traqueront sa propriétaire avec acharnement. Rien ne pourra les arrêter, aucune arme de sang mêlé, ni de chasseresse. Ils tailleront les chasseresses et leurs alliés en pièces. Envoie. À peine finissait-il de parler que des squelettes ont surgi du sol. Ils étaient 12 au total. Un partant blandé. J'aime autant vous dire que ce n'étaient pas des squelettes de foire du trône ou de films d'horreur ringards. Sous mes yeux, ils se sont couverts de chair et transformés en hommes. Mais des hommes à la peau grise et terne, aux yeux jaunes, habillés, modernes, débardeurs de sport gris, pantalons de treillis et bottes de combat. Si on n'y regardait pas de trop près, on pouvait presque les prendre pour des humains. Mais ils avaient la chair transparente et les os qui luisaient au travers, comme sur des radiographies. L'un d'eux a braqué le regard sur moi, un regard glacial, et j'ai compris que ce n'était pas une casquette d'invisibilité qui le bernerait. La femme serpent a lâché l'écharpe qui a dégringolé en voltant vers la main du général. Dès qu'il la donnerait aux guerriers, ceux-ci se lanceraient à la poursuite de Zoé et des autres, et c'en serait fini d'eux. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai couru, pris mon élan, sauté au beau milieu des squelettes et attrapé l'écharpe au vol. Qu'est-ce qui se passe? A rugi le général. Je suis retombée au pied d'un guerrier squelette qui s'est mis à siffler entre ses dents. C'est Percy Jackson, a hurlé Luke. Ça ne peut être que lui. J'ai foncé vers la porte, mais alors j'ai entendu un déchirement et je me suis rendu compte que le guerrier squelette avait arraché un bout de ma manche. Quand j'ai tourné la tête, il portait le tissu à ses narines, le renifler, le passer à ses acolytes. J'ai voulu hurler,